cette carte antique d'une île que les explorateurs sont en train de visiter nous rappelle à nouveau notre démarche d'exploration du passé à partir d'aujourd'hui vers le passé, et on est remonté très loin lors des émissions précédentes. On va encore jeter un petit coup d'œil sur un problème qui se situe dans un très lointain passé, c'est le problème de la formation des galaxies. L'univers, on le sait, est composé de galaxies. Cette image nous montre un ciel noir avec des taches lumineuses floues. Ce sont des galaxies, un amas de galaxies, et nous savons qu'essentiellement les briques de notre univers, ce sont des galaxies, des amas de matière qui regroupent environ jusqu'à 100 milliards de fois la masse du Soleil. Et la question de savoir comment ces galaxies se sont formées est un des problèmes majeurs de la cosmologie contemporaine. Le problème, il vient de la façon suivante. Le rayonnement fossile nous a montré que quand l'univers avait 3000 degrés environ, la matière de l'univers, qui était homogène, qui était diluée de façon tout à fait homogène dans l'univers, ne contenait apparemment pas de ce qu'on peut appeler des graines de galaxies ou des germes de galaxies. Comment ces graines de galaxies auraient-ils pu se manifester dans le rayonnement fossile? Eh bien, ils auraient vraisemblablement induit des petites différences de température. On aurait vu que d'un point à un autre, la température varierait d'une certaine façon. Le fait, comme je l'ai mentionné, que la température est la même quand on regarde dans différentes directions, avec une précision extraordinaire de l'ordre de 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, nous pose problème parce qu'on se dit, à ce moment-là, la matière paraît tellement homogène qu'on ne voit pas comment les galaxies ont pu apparaître, ou plus exactement, comment entre le moment où l'univers était à 3000 degrés, très grande homogénéité, et le moment où l'univers était à, disons, 10 ou 15 degrés, on pense que les galaxies naissent quand l'univers est à peu près à 10 ou 15 degrés. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il est à 3 degrés. Eh bien, comment, entre ces deux températures, comment les galaxies ont-elles pu se former? C'est un problème important en regard des théories que l'on peut faire dans lesquelles on fait intervenir, par exemple, la force de gravité pour essayer de morceler, de scinder cette purée primitive. Et on s'aperçoit que quand on fait des calculs précis, on n'a pas le temps entre ces deux périodes. Il faut faire appel à des effets supplémentaires, et c'est par exemple toutes les théories contemporaines dans lesquelles on fait intervenir de la matière inconnue, de la matière très rapide ou très lente. Il y a beaucoup d'efforts qui se font dans ce sens-là. On sent très bien que de toute façon ça coince et que c'est un problème qui est à résoudre et qui apparaît de plus en plus grave à mesure que les études du rayonnement fossile, qui nous permettent de vérifier avec une précision d'autant plus grande l'isotropie du rayonnement fossile, le fait qu'il est le même dans toutes les directions, ne nous donnent pas ces granularités qu'on espère trouver avec une précision de plus en plus grande. Alors, il y a un autre phénomène important de l'étude des galaxies, c'est qu'aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses sur leur distribution dans l'espace. J'en ai parlé la dernière fois. J'ai parlé du fait qu'elles ne sont pas réparties uniformément dans l'espace, mais qu'au contraire, elles sont regroupées soit sous forme de filaments, soit sous forme de feuillets, et que pourquoi les galaxies ont-ils cette distribution? On ne le sait pas. C'est quelque chose également qu'il faudra expliquer quand on aura une théorie crédible de l'origine des galaxies. Sur l'écran, en ce moment, vous voyez un peu une représentation avec ordinateur de la distribution des galaxies, et vous voyez qu'au lieu d'être distribuées d'une façon uniforme dans le volume qui est présenté là, elles se regroupent dans ce qui ressemble à des bulles ou des empilements de bulles de savon les unes sur les autres. Ce problème donc de l'origine des galaxies, comment ont-elles pu apparaître, comment est-ce qu'elles se sont constituées, pourquoi elles ont cette géographie, cette topologie tout à fait étonnante, et aussi pourquoi dans certains cas elles ont des vitesses très grandes par rapport au courant de Hubble. Elles ont des vitesses des fois qui vont jusqu'à plusieurs centaines, 500-600 km par seconde. Ce sont des problèmes majeurs
de la cosmologie contemporaine. Avec ce problème de l'origine des galaxies, nous terminons notre exploration du lointain passé de l'univers et nous revenons maintenant à notre pyramide de la complexité, c'est-à-dire nous allons essayer de comprendre comment l'univers qui était dans ce lointain passé en bas de la pyramide ici, il n'y avait pas d'autre chose que les particules qui sont mentionnées là, comment progressivement se sont élaborés tous ces systèmes de plus en plus complexes et de plus en plus performants. J'ai mentionné dans une leçon précédente comment, quand l'univers a environ quelques microsecondes, quelques millionièmes de secondes, les quarks se combinent pour donner les neutrons et les protons. On a vu aussi comment, un peu plus tard, les neutrons et les protons se combinent pour donner quelques atomes, l'hélium et le lithium, mais il nous reste bien sûr à comprendre comment se sont formés tous les autres atomes, en particulier le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, le silicium, qui sont tellement importants pour l'élaboration des planètes et pour l'élaboration de la complexité. Alors le chapitre que nous commençons aujourd'hui pourrait s'appeler « Pourquoi les étoiles brillent et pourquoi les étoiles fabriquent de nouveaux atomes ?» Quels sont les mécanismes physiques qui vont amener les étoiles à avoir à la fois ces deux comportements? Ça va être un peu plus difficile. Ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise dans les notions physiques peuvent peut-être prendre un congé pour quelque temps. Ça va faire appel à des notions un peu plus difficiles, mais je crois que c'est essentiel et c'est passionnant. On comprend maintenant comment ça se passe à l'intérieur des étoiles et c'est ça que nous allons chercher à élucider. Alors, une étoile, c'est quoi? Eh bien, une étoile, c'est une masse de gaz. C'est une masse de gaz. Et une masse de gaz, évidemment, c'est soumis à la gravité. C'est une masse de gaz a tendance à s'effondrer sur elle-même parce que, d'une part, il y a la gravité et d'autre part, ça n'est pas solide. La Terre ne peut pas s'effondrer sur elle-même malgré l'attraction des différentes parties de la Terre les unes pour les autres parce qu'il y a la rigidité des pierres qui empêche la Terre de s'effondrer. Pour une étoile, c'est différent. Et je présente ici un schéma qui va un peu illustrer comment une étoile fait pour tenir malgré la gravité. J'ai représenté ici, ça pourrait être une très grande masse gazeuse, aussi bien un nuage interstellaire comme ceux qu'on a vus qu'une étoile, simplement une grande masse gazeuse dont on ne voit ici qu'une tranche, ça nous suffit pour comprendre ce qui va se passer. Alors, dans cette masse gazeuse, prenons un élément de cette masse, un petit volume qui contient du gaz, et on va essayer de voir à quelles sont les forces qui agissent sur cette masse de gaz. Eh bien, il y a d'abord une force de gravité, parce qu'il y a beaucoup de matière dans cette direction ici, et la force de gravité aura tendance à amener cet élément vers le bas, vers le centre de cette masse gazeuse. Si on parle d'un nuage froid, d'un nuage interstellaire comme ceux qu'on a vus, cette tendance va immédiatement se trouver accomplie, c'est-à-dire que la masse de gaz va tomber vers l'intérieur et c'est ce qui amène les grands nuages à se condenser, simplement cette attraction mutuelle de chacune des parties. La masse de gaz s'effondre. Mais en s'effondrant, il se produit un phénomène, c'est que la matière, cette avalanche de matière vers le centre, dégage de la chaleur. Et progressivement, cette chaleur a pour effet de rendre le centre, d'amener le centre à une température très élevée, et les parties extérieures à des températures également élevées, mais moindres. Donc il y aura entre le centre de cet objet et la surface un gradient de température. La température va être plus élevée ici et plus faible là. Cette température va créer ce qui s'appelle une pression thermique. Le gaz va être plus chaud, les particules vont aller de plus en plus vite, et cette pression thermique va avoir pour effet de créer une force dans la direction opposée. Et une étoile, comme le Soleil, c'est un objet, un astre, dans lequel, à chaque point de l'espace, la force de gravité est exactement compensée par la pression thermique, de sorte que les éléments restent stables, restent à leur place.
Le Soleil, on le sait, existe depuis longtemps. On évalue son âge à 4,5 milliards d'années. Depuis cette période, chaque point se trouve en équilibre entre ces deux éléments. Donc la différence entre un nuage froid, ce qu'on a vu tout à l'heure, et le résultat de l'effondrement de ce nuage froid, c'est que quand le nuage est froid, il s'effondre jusqu'au moment où il devient suffisamment chaud pour que l'effondrement ralentisse et finalement se stabilise précisément au moment où il y a cet équilibre entre la force de gravité vers le bas et la pression thermique vers le haut. Alors voilà donc pourquoi les étoiles sont chaudes. Si on se pose la question pourquoi les étoiles sont chaudes, c'est très exactement cela. Cette chaleur a été dégagée par l'effondrement. Une étoile peut sembler pouvoir rester indéfiniment dans cet état. On peut se dire pourquoi est-ce que cet état ne va pas durer indéfiniment puisqu'il y a équilibre entre les deux. Alors là, il y a un petit problème pour l'étoile. C'est que l'étoile, elle brille. Comme elle brille, l'étoile est chaude. Les corps chauds brillent. Donc l'étoile brille, et plus les étoiles sont chaudes, plus elles brillent. Ce fait de briller a pour effet qu'elles perdent de l'énergie. Elles perdent de l'énergie vers l'extérieur et on pourrait penser que cette diminution de l'énergie de l'étoile va se négocier en termes d'une diminution de la température au centre. Donc, cette étoile, après un certain temps, ne serait plus en moyen de contrebalancer cette force de gravité. C'est bien ce qui se passe. L'étoile perd de l'énergie et, je me dis entre guillemets parce que je vais le reformuler un peu mieux tout à l'heure, tout se passe comme si le centre se refroidissait. Si le centre se refroidit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'étoile va se contracter un peu plus. Et tout au long de sa vie, à cause de cette perte d'énergie, l'étoile va continuellement se contracter pour arriver à être toujours en équilibre malgré cette perte continuelle d'énergie. En fait, plus exactement, l'étoile ne se refroidit jamais. Elle se contracte tout juste pour arriver à maintenir son équilibre. Et le résultat net de cet équilibre, c'est qu'au lieu de se refroidir, elle se réchauffe. C'est-à-dire que cet effondrement va produire une quantité d'énergie, une partie de l'énergie qui vient de cet effondrement va réchauffer l'étoile et l'autre partie va être émise sous forme de lumière. Alors, vous voyez qu'une étoile, ça se comporte d'une façon assez étrange par rapport aux objets que nous connaissons. Quand vous chauffez un objet et que vous le laissez dans la pièce où vous êtes, vous savez ce qui se passe, l'objet très chaud va perdre de l'énergie, va émettre du rayonnement, de l'infrarouge, va réchauffer la pièce autour de lui, et en même temps qu'il émet de l'énergie thermique, il se refroidit. Et éventuellement, tous les objets chauds finissent par atteindre la température de la pièce dans laquelle vous êtes. Pour les étoiles, c'est le contraire. Une étoile, c'est un objet chaud, il émet de l'énergie continuellement, mais au lieu que cette émission d'énergie la refroidisse, au contraire, elle la réchauffe. C'est un comportement un peu paradoxal, c'est le contraire de ce qui se passe quand vous avez un petit objet. Pourquoi les étoiles ont-ils ce comportement? C'est précisément parce que la force de gravité est très importante sur les étoiles, et c'est la force de gravité qui amène ce comportement contradictoire. Plus une étoile émet de l'énergie, plus elle se réchauffe. Donc la vie d'une étoile, ce serait, s'il n'y avait pas un autre facteur dont on va parler tout à l'heure, la production de réactions thermonucléaires, ce serait simplement d'abord un effondrement jusqu'au moment où on atteint cet équilibre entre les deux forces, mais cet équilibre n'est pas un équilibre parfait, puisque l'étoile étant chaude, elle continue toujours à émettre de l'énergie, de la chaleur, de la lumière. Émettant de la lumière, elle perd un peu de son énergie. La contraction surcompense cette perte et l'étoile se réchauffe progressivement, diminue de plus en plus de volume et devient extrêmement chaude et extrêmement petite. Donc voilà ce que serait la vie d'une étoile s'il n'y avait pas des réactions thermonucléaires. On dit qu'une étoile vit à partir d'une source d'énergie gravitationnelle. C'est un grand mot pour dire que ce qui fait que l'étoile brille, c'est la force d'attraction qui produit la chaleur, et cette chaleur produit la lumière. Cette lumière, une partie est émise, et l'étoile brille donc à cause. On dit qu'elle puise son énergie
dans l'énergie gravitationnelle, dans le puits d'énergie gravitationnelle que constitue sa propre matière. Mais vous comprenez qu'en termes simples, ça veut dire simplement que la gravité l'écrase, que en s'écrasant, elle s'échauffe, et en s'échauffant, elle émet une quantité toujours plus grande de lumière, ce qui l'amène à s'écraser encore plus et à devenir encore plus dense et encore plus chaude. Donc ça serait la vie d'une étoile s'il n'y avait pas un autre facteur qu'on va aborder maintenant, qui est le fait que quand il fait très chaud, il y a des réactions nucléaires, on appelle des réactions thermonucléaires parce qu'elles sont engendrées par la chaleur, et que ces réactions thermonucléaires vont changer considérablement le cours de la vie d'une étoile. Pour poursuivre notre étude de l'histoire des étoiles, il nous faut revenir sur le sujet des réactions nucléaires. On en a parlé à plusieurs reprises. On voit maintenant sur l'écran un schéma qu'on a vu déjà au tout début, ce qui se passe quand, par exemple, un proton et un neutron se rencontrent pour former un noyau de deutérium ou noyau d'hydrogène lourd. La balance et le fait que les plateaux ne soient pas à la même hauteur nous dit que la jonction du proton et du neutron produit un noyau qui est plus léger que la somme du proton et du neutron. Et la différence de masse est émise sous forme d'un photon que l'on voit s'en aller là-bas et qui emporte avec lui l'excédent d'énergie. Rappelez-vous que en relativité, on a toujours la fameuse correspondance E égale mc2, c'est-à-dire qu'à une quantité de masse correspond une certaine quantité d'énergie. Donc la différence de masse, on dit le défaut de masse du deutérium, du deutéron par rapport au proton et au neutron, est émise sous forme d'un rayon gamma qui s'en va dans l'espace. C'est précisément ce qui va chauffer les étoiles. Cette énergie qui va être émise au moment où des réactions nucléaires vont se passer dans les étoiles, cette énergie qui est émise au centre des étoiles, sous forme de rayons gamma de grande énergie, va se dégrader progressivement à mesure que ces rayons gamma vont être absorbés puis réémis successivement tout au long de leur parcours vers la surface de l'étoile. Quand ils arrivent à la surface du Soleil, par exemple, ce sont des photons jaunes et c'est pour ça que le Soleil nous paraît comme une étoile jaune. Donc, aspect fondamental des réactions nucléaires, on met ensemble deux nucléons ou deux noyaux et on obtient un noyau plus lourd qui est la combinaison des deux premiers, mais qui est moins massif que la somme des deux précédents. Ça s'est passé, par exemple, on a vu de telles réactions quand on a parlé de la nucléosynthèse primordiale, quand on a vu comment l'hélium est formé à partir des protons quand l'univers a quelques minutes d'âge. Ça va se produire aussi dans les étoiles, ça va être aussi la source d'énergie des étoiles, mais dans les étoiles, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de neutrons. Les neutrons sont des particules qui se désintègrent en un temps assez court, environ 1000 secondes. Il n'y a pas de neutrons libres dans l'univers. Les neutrons qui existent, c'est ceux que nous fabriquons dans les accélérateurs, ou bien dans les collisions de rayonnement cosmique, ou bien dans les réacteurs. Au centre du Soleil, il n'y a pas de neutrons, il n'y a que des protons. Et cela va être la cause des problèmes que nous allons rencontrer. Cela va jouer un rôle très important dans le cours des événements qui vont faire la vie des étoiles. Alors pour cela, je vous présente les atomes, quelques atomes tels que nous les connaissons. Vous reconnaissez ici l'atome d'hydrogène, un proton et un électron. Le deutérium, un proton, un neutron et un électron. Et puis ensuite l'hélium, nous y viendrons tout à l'heure. Au centre des étoiles, il fait très chaud et les atomes d'hydrogène sont ionisés, ce qui veut dire que les électrons sont arrachés et nous avons une sorte de soupe de protons et d'électrons mélangés. C'est la collision de deux protons qui va créer un noyau plus lourd. Là, au moment où deux protons se rencontrent, un des protons peut se transformer en neutron, et à ce moment-là, le proton et le neutron se joignent pour donner un deutérium. Donc, vous voyez la différence. Dans le Big Bang, c'était proton sur neutron. Dans le Soleil, c'est proton sur proton.
c'est l'approche, c'est la collision entre deux protons qui va être responsable de la formation, de la première étape de la formation de noyaux plus lourds. Alors, le problème, bien sûr, c'est que les protons sont chargés. Et comme les protons sont chargés, ils ont une charge positive, ils se repoussent. Et ils ne vont pas s'approcher aussi spontanément que les protons et les neutrons. Or, pour qu'une réaction nucléaire se produise, il faut que deux particules non seulement s'approchent, mais pratiquement en viennent à se toucher. En d'autres mots, la force nucléaire entre deux particules éloignées, elle est pratiquement nulle. Ça n'est que quand les particules se touchent que la force nucléaire entre en action et qu'ils peuvent se joindre. Alors le problème, ça va être d'amener deux protons à se toucher malgré la répulsion qui existe entre les deux. Quel va être l'agent qui va les amener à s'approcher? C'est la vitesse. Si deux protons ont des vitesses très faibles, ils vont s'approcher jusqu'à une certaine distance, puis ils vont repartir. S'ils arrivent avec une vitesse assez grande, ils vont s'approcher un peu plus avant de repartir dans des directions opposées ou des directions, de s'éloigner à nouveau. Si les vitesses sont très grandes, ils peuvent arriver à se toucher et dès qu'ils se touchent, ils accrochent. C'est comme si la colle nucléaire entrait en opération au moment où les deux protons se touchent. Alors, vous voyez que dans une étoile comme le Soleil, ou n'importe quelle étoile, seuls les protons qui arrivent les uns sur les autres avec une vitesse très grande ont une chance d'entrer en collision, de se toucher, de réagir et de former des éléments plus lourds. La même chose va se passer pour tous les autres noyaux, mais ici, voilà ce qui se passe. Les noyaux qui vont vite, les protons qui vont vite, peuvent se toucher et accrocher. Alors, la vitesse des particules va être très importante pour moduler le rythme des réactions thermonucléaires, c'est-à-dire pour dire combien d'énergie est dégagée à un moment donné. On va expliciter cela en regardant plus en détail quelle est la vitesse des particules dans une étoile. Ce que vous avez ici, c'est la vitesse des particules et ici, le nombre de particules ayant cette vitesse. À une température donnée, le nombre de particules ayant une vitesse donnée est donné par cette courbe ici, qui s'appelle une courbe de Maxwell-Boltzmann. Ce sont les deux physiciens qui ont découvert quelle est la distribution des particules à une vitesse, à une température donnée. Eh bien, à une température donnée, donc, il y a un maximum de particules qui ont une certaine vitesse qui est là, et puis il y a une très grande queue ici qui s'étend très loin, et il y a une fraction de plus en plus faible de particules qui atteignent des vitesses de plus en plus grandes. Cette courbe n'est pas tout à fait la même en fonction de la température, elle a la même forme, mais elle se décale. Alors, par exemple, si j'augmentais la température au centre du Soleil, j'aurais une courbe qui monterait peut-être comme ceci et qui ensuite descendrait beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, ça c'est l'élément essentiel, la fraction de particules qui vont vite, suffisamment vite pour que les protons entrent en collision, augmente avec la température. Alors, d'une façon plus précise, on a mis ici, cette courbe bleue ici, nous donne la probabilité que deux protons entrent en collision à une vitesse donnée. Alors, vous voyez que si les vitesses sont très faibles, il y a très peu de chances que deux protons se rencontrent. Ils vont, au contraire, s'éloigner avant d'arriver à se toucher. Mais plus la vitesse augmente, plus la probabilité de collision et de rencontre et de collision et de jonction et de formation de nouveaux noyaux est grande. Donc, première courbe ici, probabilité de fusion ou de réaction nucléaire en fonction de la vitesse. Cette probabilité augmente avec la vitesse. Deuxième courbe, quelle est la distribution de vitesse à un moment donné dans une étoile? C'est cette courbe de Maxwell-Boltzmann. La plupart des particules n'ont pas du tout des vitesses suffisantes pour avoir des réactions nucléaires, mais une fraction, la queue de la distribution de Maxwell-Boltzmann, une fraction de ces particules ont précisément cette possibilité. Alors, les particules qui vont rentrer en réaction, c'est un combiné des particules qui vont vite et des particules qui ont une probabilité suffisante. Et on a présenté ici ce pic ici, c'est ce qui s'appelle chez les physiciens, les astrophysiciens, le pic de Gamow,
Gamov, c'est toujours notre fameux Gamov qu'on a vu à plusieurs reprises, le grand astrophysicien russe. C'est lui qui a calculé la première fois que les particules qui vont avoir des réactions nucléaires, ce sont les particules qui sont situées dans cette courbe en cloche. Ce sont les particules qui vont assez vite pour que la probabilité de collision soit suffisamment grande pour qu'il se passe des collisions à l'intérieur d'une étoile. Alors, si on reprend notre histoire de l'étoile qui se refroidit, qui se contracte, qui se réchauffe, ce qui va se passer, c'est qu'à mesure que l'étoile se réchauffe, le nombre de particules qui vont être en mesure d'avoir des collisions nucléaires va devenir de plus en plus grand. Et à un moment donné, ces réactions nucléaires vont dégager vont dégager beaucoup d'énergie. Et quand l'énergie dégagée par ces réactions nucléaires va compenser tout à fait la perte d'énergie de l'étoile par le fait qu'elle brille, eh bien, la contraction va s'arrêter. Elle va s'arrêter. Il n'est plus nécessaire pour l'étoile de compenser sa perte d'énergie par des contractions encore continues. Elle peut, à ce moment-là, arrêter de se contracter et se fier ou confier, si on veut, aux réactions thermonucléaires le soin de compenser la perte d'énergie. Alors, c'est une seconde phase de la vie des étoiles. Première phase, elles se contractent jusqu'au moment où elles deviennent suffisamment chaudes pour que les réactions nucléaires soient en mesure de compenser les pertes d'énergie. Et à ce moment-là, elle va s'installer dans ce qu'on appelle une phase nucléaire. C'est, par exemple, le cas de notre Soleil. De façon plus précise, notre Soleil s'est effondré pendant une période qui a duré environ 15 millions d'années, jusqu'à atteindre les températures qu'il a maintenant, températures qui sont de l'ordre de 16 à 18 millions de degrés au centre. Au centre du Soleil, il y a ce phénomène de fusion, de collision de noyaux qui donne des noyaux plus lourds. Et l'énergie qui est dégagée par ces réactions est suffisante depuis 4 milliards 500 millions d'années. Le Soleil, on dit, vit sur ses réserves d'hydrogène, c'est-à-dire qu'il brûle progressivement l'hydrogène qui est au centre, brûlé au sens nucléaire, il le transforme en hélium. En fait, il y a quelques autres réactions, on va voir ça tout à l'heure. Il y a quelques autres réactions qui font que le Soleil transforme son hydrogène en hélium. Et pendant cette période, il est stable, il ne bouge plus, il ne se contracte plus, il ne se réchauffe plus. Cette période qui existe depuis donc 4 milliards 500 millions d'années va durer encore 5 milliards d'années jusqu'au moment où il aura épuisé ses réserves d'hydrogène. En ce moment, le centre du Soleil, c'est à peu près 50% hydrogène, 50% hélium, c'est-à-dire qu'il a transformé environ 50% de son hydrogène en hélium, et c'est la réaction donc qui lui permet de durer dans cette phase. C'est très important par rapport évidemment à l'apparition de la vie sur la Terre, parce que s'il n'y avait pas eu ces réactions nucléaires, pour arrêter cet effondrement du Soleil, le Soleil aurait continué à s'effondrer sur lui-même et aurait épuisé toutes ses réserves d'énergie de gravité en une période qui est de l'ordre de 30 à 40 millions d'années, bien sûr beaucoup trop courte pour permettre l'évolution de la vie sur la Terre. La vie sur la Terre a mis environ 3 milliards 500 millions d'années à atteindre le niveau qu'elle a maintenant. Elle a pu s'élaborer dans des conditions tranquilles, c'est-à-dire des conditions stables, avec un Soleil dont la température change très peu, précisément parce qu'il y a ces réactions thermonucléaires qui ont stabilisé le Soleil et qui lui ont permis de rester comme il est depuis donc 4 milliards 500 millions d'années. Les protons qui ont des vitesses suffisamment grandes, ceux qui se trouvent ici dans la queue de la distribution, peuvent se combiner, se toucher pour produire des noyaux de deutérium. Et on va voir maintenant ce qui se passe après cette collision. Nous retrouvons ici nos diagrammes dans un plan dans lequel ici on a mis le nombre de neutrons et ici le nombre de protons. Alors, 2 hydrogènes, 2 protons se combinent et vont donner un noyau de deutérium qui est l'hydrogène lourd, un proton et un neutron. À partir de là, ce noyau de deutérium peut rencontrer soit un proton et un neutron et devenir soit
un hydrogène encore plus lourd qui s'appelle, un hélium léger, l'hélium 3 qui est ici. Et cet hélium 3 peut à son tour, par des réactions de capture, rencontrer d'autres particules, des protons ou bien d'autres héliums, et devenir de l'hélium 4. Alors c'est comme ça que dans le Soleil, l'hydrogène se transforme en hélium avec production d'un petit peu de lithium. Mais en gros, ça c'est très faible. Le bilan net de la vie du Soleil, c'est la transformation de 4 protons par des moyens qui passent par ici, par des chemins qui passent par ici, en un noyau d'hélium 4. Et un noyau d'hélium 4, c'est passablement moins massif, c'est presque 1%. La différence de masse entre un noyau d'hélium 4 et la masse de 4 protons est de presque 1%. Et cette différence, donc, se transforme en lumière, et c'est la source d'énergie du Soleil depuis 4,5 milliards d'années. Sur le diagramme suivant, on va voir la même chose, mais d'une façon plus schématique. Ça va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe quand une étoile, comme le Soleil, se forme. Voilà le temps ici, et voilà la lumière émise par le Soleil. Au début, le Soleil était relativement pâle, faible, son éclat était faible, et la contraction du Soleil l'amenait à augmenter sa température tout en se réchauffant à l'intérieur. Cette courbe-ci présente le fait que le Soleil se réchauffait graduellement au cours des millions d'années. Ceci prend à peu près 15 milliards d'années entre ce point-là et ce point-là. Prend à peu près 15 millions d'années, pas 15 milliards, 15 millions d'années entre ce point-là et ce point-là. Et ici se passe la chose suivante. La température du Soleil devient suffisamment élevée pour que suffisamment de protons soient en mesure, parce qu'ils vont suffisamment vite, de rencontrer d'autres protons et de s'y combiner pour former de l'hélium, d'abord du deutérium puis ensuite de l'hélium, de sorte que la quantité d'énergie nucléaire dégagée par ces réactions croît rapidement. Et cette courbe bleue ici, c'est le fait que, à mesure que la température augmente, le taux de réaction nucléaire, donc la quantité de lumière venant d'origine nucléaire, croît très rapidement. Et à ce moment-là, le Soleil, ça c'est sa courbe de lumière, mais la contraction, l'énergie qui est émise par la contraction va diminuer et va être remplacée par le flux d'énergie d'origine nucléaire. Donc, chapitre d'énergie gravitationnelle, la source gravitationnelle diminue, ce qui veut dire que le Soleil se contracte de plus en plus lentement, et les réactions nucléaires prennent en charge l'émission de la lumière du Soleil, et ça dure pendant un certain temps. Ici, on ne sait pas du tout à l'échelle, puisque cette durée va être au total d'environ 10 milliards d'années. En ce moment, on est déjà depuis 5 milliards d'années dans cette région. On a déjà transformé à peu près la moitié de l'hydrogène en hélium, mais on voit bien que cela aussi ne va pas durer indéfiniment, puisque cette transformation d'hydrogène en hélium va épuiser la réserve d'hydrogène qu'il y a au centre, et après cet épuisement, il n'y aura plus d'hydrogène. Donc, les réactions nucléaires vont ralentir progressivement quand l'hydrogène aura diminué. Les réactions nucléaires vont rediminuer. La lumière d'origine nucléaire va décroître, et l'étoile, qui est toujours obligée de compenser ses pertes, elle a toujours cette nécessité de compenser les pertes d'énergie qu'elle émet dans l'espace sous forme de lumière. L'étoile va reprendre, elle connaît la recette, maintenant elle sait quoi faire, elle se dit si l'énergie nucléaire me laisse tomber, je peux toujours revenir à mon mode précédent, le mode de contraction gravitationnelle. Elle va recommencer à se contracter, la partie centrale en tout cas va commencer à se contracter, et on va voir l'énergie gravitationnelle revenir et reprendre le dessus et redevenir le mode dominant. Donc vous aurez bien compris qu'il y a deux modes d'énergie possibles pour une étoile. Un mode gravitationnel qui impose que l'étoile se contracte, un mode nucléaire qui ne demande pas qu'elle se contracte puisque l'énergie peut venir des réactions nucléaires, mais qui exige la transformation d'un élément en un autre élément, hydrogène en hélium. Et quand cet élément est épuisé, l'étoile revient à son mode de contraction gravitationnelle, c'est-à-dire qu'elle recommence à se réchauffer et la température au centre recommence à augmenter. Alors voilà l'ensemble pour un observateur extérieur. Ce qu'il voit, c'est que la température croît continuellement, l'énergie émise, la luminosité
la lumière, l'éclat de l'étoile croît continuellement, mais il voit que dans cette partie ici, ça va très vite, 15 millions d'années environ, puis ça s'arrête et ça va très lentement pendant toute cette partie, simplement le moment que les réactions nucléaires se produisent, et ça continue ici. Lui ne sait pas à l'extérieur qu'on a changé de mode de production d'énergie, qu'on est passé d'un mode gravitationnel à un mode nucléaire. Ce qu'il voit, c'est un ralentissement dans l'éclat de l'étoile à mesure que le temps passe. Ce qu'on va voir, c'est que cette séquence gravitationnelle, nucléaire gravitationnelle, va se produire plusieurs fois pendant la vie de l'étoile. Et nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi il y a des chapitres successifs de génération d'énergie nucléaire dans une étoile. Pour poursuivre notre histoire, il nous faut revenir à la constitution atomique de la matière et nous rappeler certaines notions que nous connaissons très bien. Les atomes sont constitués de protons. L'hydrogène a un seul proton, l'hélium, 2 protons. Ce qui fait que maintenant, l'hélium, qui est au centre du Soleil, va devenir le carburant des étoiles. De la même façon que la collision de 2 protons peut créer un deutérium, dégager de l'énergie et par cette séquence qu'on a vue produire de l'hélium, de même l'hélium, qui est en quelque sorte la cendre de cette fusion thermonucléaire, de la fusion de l'hydrogène, cet hélium, quand la température sera suffisamment élevée, va pouvoir lui-même entrer en réaction thermonucléaire et produire des éléments plus lourds. En fait, on va voir que la production d'éléments, ça va être ceci. 2 héliums qui entrent en collision donnent un élément qui s'appelle le beryllium, mais c'est un beryllium qui est instable, qui n'existe pas, qui se dissipe rapidement. Il faut que 3 héliums entrent en collision, et cela va donner un noyau de carbone. Rappelez-vous que le carbone a 6 protons, l'hélium 2 protons, et dans certains cas, 4 héliums vont donner un oxygène, l'oxygène qui a 8 protons. Alors nous allons retrouver une situation tout à fait analogue à celle que nous avions auparavant, c'est-à-dire le problème d'amener 2 ou 3 héliums à entrer en collision les uns avec les autres. C'est le même problème que pour les protons, sauf qu'il est plus grave. Pourquoi il est plus grave? Eh bien parce que la répulsion électrostatique entre 2 héliums est beaucoup plus grande que la répulsion électrostatique entre 2 protons, puisque les protons n'ont qu'une seule charge, un seul proton, et l'hélium en a 2. Donc on va retrouver le même problème avec une répulsion accrue et on va le résoudre d'une façon tout à fait analogue en faisant appel à des particules qui vont de plus en plus vite. Il faudra que les vitesses soient encore plus grandes si on veut que les héliums puissent se rencontrer. Alors nous retrouvons une situation tout à fait analogue à celle que nous avions auparavant. Maintenant, l'étoile est beaucoup plus chaude. Après la fusion de l'hydrogène en hélium, l'étoile a recommencé à se contracter et elle est passée, au lieu de température de quelques millions de degrés, quelques dizaines de millions de degrés, pour le Soleil c'est 16 millions de degrés, elle va se réchauffer jusqu'au moment où il y aura suffisamment d'hélium qui vont suffisamment vite pour que les réactions thermonucléaires puissent se produire. Et cela va les amener à des températures qui sont de au moins 200 millions de degrés, 200 à 300 millions de degrés. À 200 à 300 millions de degrés, les vitesses moyennes des particules sont beaucoup plus grandes, mais elles sont toujours distribuées avec cette courbe de Maxwell-Boltzmann, mais en décalant, bien sûr, on est maintenant à des vitesses beaucoup plus grandes. De la même façon, la courbe qui nous présente la probabilité que 2 héliums se rencontrent est une courbe tout à fait analogue à celle de 2 protons, mais décalée vers des vitesses plus grandes puisque les répulsions électrostatiques sont beaucoup plus importantes. Donc on va retrouver un schéma tout à fait semblable, mais avec une échelle de vitesse différente. Et on va retrouver le pic de Gamow ici, et quand la température sera suffisamment élevée, la contraction de l'étoile, second chapitre de contraction,
va ralentir puisque les réactions qui maintenant vont produire à partir de l'hélium qui vont produire du carbone et de l'oxygène, ces réactions vont prendre en charge l'émission de l'énergie de l'étoile, des pertes de l'énergie causées par la lumière de l'étoile. Vous reconnaissez, c'est tout à fait analogue à ce qu'on avait auparavant entre hydrogène et hélium. Maintenant, nous avons hélium brûle, la masse de 3 atomes d'hélium est supérieure à la masse du noyau de carbone. Il y a un excédent de masse qui est émis sous forme de lumière, et la masse de 4 atomes d'hélium est plus grande que la masse de du noyau d'oxygène. Il y a aussi de la lumière qui est émise en excédent. Phénomène tout à fait analogue, simplement on est passé d'une première étape hydrogène-hélium et maintenant hélium-carbone-oxygène. Alors maintenant on peut voir quelle va être la séquence des événements pour l'ensemble de l'étoile. Il va y avoir période de contraction, période d'énergie nucléaire, transformation de l'hydrogène en hélium, période de contraction, période d'énergie nucléaire, transformation de l'hélium en carbone et en oxygène, et après? Eh bien après, ça va se passer d'une façon encore analogue. Quand on aura épuisé l'hélium au centre, le noyau de l'étoile sera composé de carbone et d'oxygène. Il faudra, ce carbone et cet oxygène peuvent également entrer en collision thermonucléaire, mais maintenant on a affaire à des particules beaucoup plus chargées. Des particules, le carbone c'est 6 protons et l'oxygène 8 protons. Évidemment, la répulsion électrostatique entre ces particules est encore plus grande. Ça veut dire que l'étoile devra avoir atteint une température beaucoup plus élevée, qui est de l'ordre de 800 millions de degrés, avant que le carbone et l'oxygène entrent eux-mêmes en réaction et donnent des noyaux plus lourds, qui sont l'azote, pardon, pas l'azote, le sodium, le magnésium, l'aluminium, le silicium. Et ça va se reproduire encore plusieurs fois. Donc la vie d'une étoile, c'est une alternance de séquences de contraction gravitationnelle jusqu'à ce que la température soit suffisante pour que les protons puissent brûler. Et quand les protons sont transformés en hélium, nouvelle contraction, jusqu'à ce que l'hélium puisse brûler. L'hélium brûle à des températures plus élevées parce qu'il est plus chargé. Et puis, nouvelle contraction quand l'hélium est épuisé et que nous avons du carbone et de l'oxygène. Et ce carbone et cet oxygène ne peuvent brûler qu'à des températures beaucoup plus élevées. Alors, une étoile, donc, va avoir cette séquence de chapitres d'origine d'énergie gravitationnelle, nucléaire, gravitationnelle, nucléaire. En fait, ce qui va se passer dans l'étoile, c'est un petit peu plus compliqué. Prenons une étoile, par exemple, qui est en train, au centre, de brûler du carbone et de l'oxygène en quelque chose de plus lourd, comme le magnésium. Eh bien, autour de ce noyau de carbone et d'oxygène qui brûle, il reste de l'hélium qui a été formé auparavant, et comme la température décroît à mesure qu'on se déplace vers l'extérieur de l'étoile, cet hélium n'est pas encore brûlé, ou bien est en train de brûler, et se transforme en carbone et en oxygène, et un peu plus loin, on a de l'hydrogène en train de se transformer en hélium. Donc les étoiles prennent progressivement une structure en pelure d'oignon, si on veut dire, dans laquelle la température centrale fait brûler les éléments plus lourds, comme par exemple carbone-oxygène, et puis un peu plus loin, c'est l'hélium qui se brûle en carbone-oxygène, et un peu plus loin, l'hydrogène qui brûle en hélium. Voilà donc la structure d'une étoile à mesure qu'elle vieillit, qu'elle progresse dans ce qu'on peut appeler sa carrière nucléosynthétique. Et vous voyez que les étoiles, précisément grâce à cet accroissement de température, vont être amenées à produire des noyaux, des éléments chimiques de plus en plus lourds tout au long de leur vie. Ça, c'est un élément fondamental de notre histoire. Les étoiles sont le lieu où se produisent les noyaux. Ces noyaux se produisent grâce aux réactions thermonucléaires, et ces réactions thermonucléaires sont engendrées par le fait que l'étoile est chaude et que ces réactions peuvent compenser les pertes d'énergie de l'étoile. On peut également suivre l'histoire d'une étoile sur le plan des éléments chimiques, ce plan qu'on a vu déjà plusieurs fois, dans lequel on met ici le nombre de neutrons, ici le nombre de protons, et sur lequel on met tous les éléments stables tous les isotopes stables d'un élément chimique. On a vu qu'il y a 2 hydrogènes, qu'il y a 2 héliums, 2 lithium. Ici, il y a des éléments sur lesquels nous reviendrons, le beryllium,
le bord, il y a 2 carbones, carbone 12, carbone 13. J'ai mis celui-là, c'est le fameux carbone 14, que tout le monde connaît. 2 azotes, 3 oxygènes, fluor, néon, sodium, magnésium, aluminium, silicium, et ça continue bien sûr jusqu'à l'uranium. Alors, l'histoire de l'étoile, l'histoire du Soleil passé et futur, peut se lire de la façon suivante. Le Soleil, on prend de l'hydrogène ici, celui-ci, le proton, et on le transforme en hélium, cet hélium-ci. C'est la première phase, c'est celle dans laquelle le Soleil, maintenant, est en train de brûler. Dans la seconde phase, on prend cet hélium, on combine 3 héliums pour donner un carbone 12, 4 héliums pour donner un oxygène 16. Et puis dans la phase suivante, cet oxygène 16, ce carbone 12, pardon, c'est le carbone qui va commencer, va se combiner avec lui-même pour donner là un bon nombre d'éléments qui vont de néon, sodium, magnésium, aluminium et silicium. Et plus tard, on reprendra ces éléments et on grimpera encore plus haut. C'est toujours cette séquence. Plus il fait chaud, plus les vitesses sont grandes, plus les répulsions électrostatiques qui sont importantes peuvent être vaincues par des collisions quand les vitesses sont suffisamment grandes, et plus on peut procéder à des fusions thermonucléaires d'éléments de plus en plus lourds. Ce plan, protons et neutrons, s'appelle dans la littérature le plan NZ. N pour dire nombre de neutrons, Z parce que généralement on nomme la charge, on lui donne le nom de Z. Carbone, c'est Z égale 6. Je dis cela parce qu'on va y revenir souvent. Ce plan NZ, donc, nous permet de raconter l'histoire de l'étoile en termes de ce qui se passe à l'intérieur. Mais je vais maintenant présenter un autre plan qui est d'une très grande importance, et ce plan est le suivant. Ça s'appelle le plan HR pour Hertzsprung-Russell. Ce sont 2 astronomes qui ont eu cette idée au début, et c'est un plan extrêmement commode pour comprendre l'évolution des étoiles. Là, on n'est plus dans le cadre des atomes, mais le cadre des étoiles telles qu'elles nous paraissent dans le ciel. Vous savez que les étoiles se présentent sous différentes couleurs. Il y a des bleus, des jaunes, des rouges, des oranges, des rouges. Il y a tout l'arc-en-ciel qu'on peut situer ici. Et également, elles se présentent avec des luminosités différentes. Ici, il y a une échelle de luminosité qui est l'échelle du Soleil. Une étoile qui est ici est une étoile qui aurait une luminosité égale à celle du Soleil, un éclat égal à celui du Soleil. Ici, 100 fois plus brillant, là, 10 000 fois plus brillant, là, 1 centième et là, 1/10 millième. L'idée du diagramme Hertzsprung-Russell, c'est de prendre des étoiles, toutes les étoiles, quelles qu'elles soient, et de les mettre sur ce diagramme en fonction de leur couleur et de leur éclat. Par exemple, le Soleil, bien sûr, est une étoile orange. Ici, ça donne à peu près l'orange, et il a une fois la luminosité du Soleil, bien sûr, par définition. Une étoile comme Rigel, Rigel est une étoile que l'on trouve dans Orion, on la verra tout à l'heure, ou peut-être dans une autre leçon. Une étoile comme Rigel est une étoile bleue. On l'a présentée ici avec ce petit point bleu, et elle est beaucoup plus brillante que le Soleil, plus que 10 000 fois plus brillante que le Soleil. Bételgeuse, qui est une étoile également dans Orion, est une étoile rouge, on dirait une géante rouge, celle-ci des géantes bleues, est une étoile rouge qui est un petit peu moins brillante que Rigel, mais qu'on va placer dans cette région-ci du diagramme. Et toutes nos étoiles connues, Antares, que l'on voit très bien en été dans la direction du Scorpion, qui paraît rouge à l'œil nu, est également une étoile rouge. Aldébaran est orange, Arcturus, Capella, Altaïr, Sirius est là, elle est plutôt blanche, Vega est là. Et donc, on peut, dans un tel diagramme, disposer toutes les étoiles dans une échelle de luminosité et de couleur. Quand ces 2 auteurs, messieurs Hertzsprung et Russell, ont fait ce diagramme, donc le diagramme HR, il y a eu quelque chose de tout à fait étonnant qui est arrivé. Ils se sont aperçus que les étoiles n'étaient pas distribuées uniformément dans un tel diagramme. Quand on met de nouvelles étoiles, on n'en met pas partout. Il y a des régions qui sont particulièrement peuplées et d'autres régions qui sont particulièrement vides. Et cette concentration d'étoiles dans certaines régions
de ce diagramme et l'absence d'étoiles dans d'autres régions nous a raconté énormément de choses sur l'évolution des étoiles, l'interprétation de pourquoi il y a ces concentrations, nous a appris beaucoup de choses et c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Alors, quand on met beaucoup d'étoiles maintenant, quand on met des milliers d'étoiles, non pas seulement quelques-unes comme j'ai fait là, mais des milliers et même plus d'étoiles, dans ce même diagramme, couleur, les astronomes ont ces noms O, B, A, F, G, K, M, mais ça représente simplement une gradation en couleur. Et en luminosité, toujours la luminosité du Soleil, eh bien, on s'aperçoit que les régions qui sont le plus peuplées sont d'abord une sorte de bande qui descend comme ceci, que nous allons appeler la séquence principale ou la série principale. En fait, presque 90% des étoiles du ciel sont situées dans une bande qui part ici du violet vers le bleu, le blanc, le jaune et l'orange, mais dans une bande relativement étroite. Et puis, il y a aussi un autre groupe d'étoiles qui est situé dans cette région que nous allons appeler les géantes rouges. Elles sont très lumineuses et elles sont rouges, rouge sombre, rouge plus clair, rouge sombre, orange et jaune. Voilà la deuxième région très peuplée. Une troisième région que nous appelons ici la bande horizontale et une sorte de filet qui va descendre jusqu'ici et qui va arriver dans un groupe d'étoiles que nous allons appeler les naines blanches. Les naines blanches, pourquoi? Parce qu'elles sont surtout dans la région blanche et qu'elles sont de très faible luminosité. On a beaucoup de difficultés à les voir. Il faut des télescopes très puissants pour les voir. Alors voilà donc les grandes familles, les grandes séquences de familles qui existent dans notre monde stellaire. La série principale, les géantes rouges, la bande horizontale et ce filament qui va nous amener au domaine des naines blanches. Alors pourquoi? Pourquoi les étoiles sont-elles concentrées dans ces bandes plutôt que réparties uniformément? Eh bien, en gros, on peut dire que les étoiles qui sont dans cette bande centrale, ce sont les étoiles qui sont occupées à transformer leur hydrogène en hélium. Les étoiles comme le Soleil, les étoiles comme Sirius, comme bien d'autres étoiles, bien qu'elles aient des luminosités différentes, en sont toutes à ce stade de leur existence, après une période de contraction gravitationnelle, elles sont à ce stade où elles sont assez chaudes pour que l'hydrogène au centre brûle et se transforme en hélium. Et je vous ai mentionné que cette transformation prend énormément de temps. C'est de beaucoup ce qui prend le plus de temps dans la vie d'une étoile. Une étoile typique qui passe 90% de son existence. Et le fait donc qu'elle y reste très longtemps a pour effet que beaucoup d'étoiles s'y trouvent à un moment donné. Et donc cette très grande concentration qui s'appelle la série principale ou la séquence principale. Je vous ai mentionné comment, quand l'hydrogène est épuisé, l'hélium lui-même, après un réchauffement, peut devenir du carburant. Les cendres deviennent du carburant quand les températures sont suffisamment élevées. Et le groupe des étoiles qui se trouve en ce moment occupé à transformer son hélium en carbone et en oxygène, ce sont les géantes rouges. Alors ça peut paraître contradictoire de les appeler des géantes. Le noyau central est beaucoup plus petit puisque la masse, la densité, l'étoile s'est contractée beaucoup, mais pour des phénomènes à cause de phénomènes que je ne peux pas expliquer, l'atmosphère de l'étoile s'est gonflée considérablement et cela devient des géantes rouges. Donc voilà tout le groupe des étoiles qui transforment l'hélium en carbone et en oxygène. Et puis ensuite, les phases suivantes, transformation de carbone en éléments plus lourds, et ça continue, on va voir, jusqu'à la formation des noyaux de fer. Cette séquence se produit jusqu'à la formation des noyaux de fer. Ces étoiles qui sont dans des états plus avancés sont quelque part ici, le long de cette bande horizontale, dans ce coin-là. Donc ça, c'est la région où c'est beaucoup plus avancé. Et puis ensuite, il se passe un autre phénomène, c'est que certaines étoiles, qui sont des étoiles relativement petites, n'arrivent jamais à se réchauffer suffisamment pour arriver à produire des éléments très lourds. Et en fait, elles se replient sur elles-mêmes parce qu'elles n'ont plus que l'énergie de la contraction gravitationnelle. Elles se replient sur elles-mêmes et elles forment ce qu'on appelle les naines blanches. Donc, toute l'histoire des étoiles, en fonction de leur masse, en fonction de leur température, en fonction de leur âge, est illustrée sur ce diagramme d'Hertzsprung-Russell
Encore une fois, transformation de l'hydrogène en hélium ici, transformation de l'hélium en carbone et oxygène dans cette région des géantes rouges, période ultérieure un peu mélangée dans cette région, et puis étoiles qui n'ont pas pu, parce que leur masse n'est pas suffisante, atteindre les températures requises pour accéder au stade plus avancé, comme la fusion du carbone et de l'oxygène, vont se retrouver dans ce coin des naines blanches. Alors ce diagramme va nous servir à illustrer ce qu'une étoile fait dans sa vie. Par exemple, ici, nous avons une sorte d'instantané. Vous regardez le ciel, vous voyez des étoiles qui sont ici, donc qui sont en train de transformer l'hydrogène en hélium, d'autres étoiles qui sont en train de transformer l'hélium en carbone-oxygène, en éléments plus lourds, et des étoiles qui se refroidissent, faute d'être capables d'avoir accès à leur source d'énergie nucléaire. On va aussi, dans ce même diagramme, lire l'histoire d'une étoile, c'est-à-dire on va prendre une étoile donnée, et au cours du temps, si on suit son parcours, on va la voir aller successivement dans ces différentes régions. Cet aspect de l'histoire d'une étoile dans le diagramme Hertzsprung-Russell est ce que nous allons décrire dans la prochaine leçon.